Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo différente puisqu'on va laisser le sport de côté et s'intéresser à un homme, à un médecin en particulier, Karl Brandt, le médecin personnel d'Hitler et l'homme à l'origine du plus grand programme d'euthanasie que l'histoire n'ait jamais connu, le programme Action T4. Mais avant d'évoquer sa vie et son histoire, un peu de contexte. À la suite de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne se retrouve dans une situation très délicate. Soumise au traité de Versailles, la société allemande est en perdition. La période d'après-guerre constitue alors pour un grand nombre d'Allemands une période de radicalisation politique, et cela dans tous les corps de métier, dont la médecine. Cette période fut une opportunité pour de nombreux membres du corps médical qui adhéraient au darwinisme social, à l'eugénisme et à l'euthanasie. Au début des années 30, 3/4 des médecins étaient membres d'organisations nazies, car le NSDAP leur promet du travail. En effet, ce chiffre est important, car les jeunes médecins voient se profiler la hausse du chômage et les plus vieux se plaignent de la crise de la médecine. Mais tout change après l'arrivée d'Hitler au poste de chancelier. Le 7 avril 1933, la loi sur la revalorisation de la fonction publique est adoptée. Une avalanche de lois s'abat ainsi sur les médecins juifs et les prive de leurs droits. Des membres de conseils de santé sont rayés de la caisse maladie, 9000 médecins juifs perdent ainsi leur existence et partent. De nombreux médecins au chômage voient alors des postes se libérer, comme c'est le cas pour le docteur Karl Brandt. Né le 8 janvier 1904 à Mulhouse, c'est dans ce contexte d'après-guerre qu'il a grandi. Je vous propose donc de découvrir l'histoire du médecin personnel d'Hitler, Karl Brandt. Durant son enfance, Karl Brandt reçoit une forte éducation religieuse, protestante plus précisément. La religion fait évidemment partie intégrante de la vie quotidienne des sociétés au début du XXe siècle. Ainsi, dans son adolescence, il noue des liens avec un prêtre luthérien à Steinberg-Hallenberg, la ville natale de sa mère, puis prend goût aux œuvres de charité de Gottfried Rede, théologien et pasteur protestant. En parallèle, Karl Brandt se voue de passion pour le métier de médecin. Après avoir obtenu son Abitur, diplôme universitaire obtenu après 13 ans d'études secondaires, il commence ses études de médecine, en chirurgie, dans les villes de Dresde, Iéna, Berlin, puis Fribourg en Brixbo. C'est dans les années 20 qu'il se prend de sentiment pour un médecin, Albert Schweitzer. Ce dernier est un médecin, pasteur et théologien protestant parti au Gabon, plus précisément à Lambaréné. On le nomme souvent l'homme universel et précurseur de l'action humanitaire. Fondateur d'hôpitaux, il s'est voulu un homme au service d'autres hommes. C'est sa pratique religieuse qui l'a fait devenir cet homme-là. Il peut donc sembler normal que Brandt ait été influencé par cet homme au vu de leurs points communs protestant et médical. Pourtant, en très grande admiration pour le médecin et théologien, faisant de lui un idéal, Brandt n'a pas pu se rendre au Gabon, car comme il le dit dans son journal, « Je n'ai pas pu réaliser ce projet car il aurait fallu que j'accomplisse un service militaire français ». Karl Brandt va alors complètement virer de bord et rejoindre le NSDAP en janvier 1932. En janvier 1932, il adhère au NSDAP. Pour Brandt, le national-socialisme a alors une mission presque religieuse. Avant cela, il faisait partie de la Ligue nationale socialiste des médecins. Dans une société encore bouleversée par la guerre et en plein déclin, le NSDAP lui apparaît comme le parti de la revanche et de l'espoir. Mais en 1932, un événement lui fait changer de dimension. Par l'intermédiaire de sa fiancée, Annie Reborn, championne de natation avec 8 titres nationaux et médaillé au championnat d'Europe en 1927, il est invité par Hitler et fait sa connaissance. En août 1933, le Führer est victime d'un accident de voiture au cours duquel son aide de camp, Wilhelm Bruckner, est grièvement blessé. Brandt, qui suivait le cortège, lui prodigue les premiers soins. En guise de reconnaissance, Hitler le prend comme médecin personnel, son Begleitarzt, et Brandt accepte ce poste en 1934. Brandt a une foi absolue en Adolf Hitler, le rédempteur de la nation. Durant 10 ans, il reste le garde médical du Führer. Sur le plan personnel, Hitler est témoin au mariage de Brandt, et les Brandt sont invités aux répétitions au Berghof, la seconde maison principale d'Hitler, dans la montagne des Alpes bavaroises. Cette complicité permet à Brandt de devenir petit à petit un homme important du Troisième Reich en ayant des responsabilités de plus en plus grandes dans la médecine nazie. Hitler l'envoie tout d'abord le 7 novembre 1938 à Paris pour sauver un responsable SS qui s'est fait tirer dessus. Mais on ne va pas lui demander simplement de sauver, mais aussi de tuer. À l'automne 1938, Hitler le charge de définir le protocole de mise à mort d'un enfant, l'enfant Knauer,
porteur de graves infirmités, aveugle et retardé mental, dont le père a sollicité du Führer une mort miséricordieuse. Le décès programmé de cet enfant est un précurseur permettant au Führer de vider le Reich de ses malades incurables, handicapés et autres vieillards impotents. Ainsi, le Führer rédige, le 1er octobre 1939, un document d'habilitation secret, antidaté au 1er septembre, qui mentionne que le Reichsleiter Buller et le docteur en médecine Brandt sont, sous leur responsabilité, chargés d'étendre les attributions de certains médecins à désigner nominativement. Ceux-ci pourront accorder une mort miséricordieuse aux malades qui auront été jugés incurables selon une appréciation aussi rigoureuse que possible. C'est le début du programme T4 d'euthanasie. Un peuple saint, un peuple fort, un peuple invincible. Telle est la devise de l'Allemagne sous Hitler. Depuis 1934, le NSDAP a créé 700 bureaux d'hygiène avec pour mission de prendre en charge l'hygiène raciale pour un peuple arien sain, afin d'avoir un système de santé parfait. 5 ans plus tard, Brandt, accompagné de Philippe Buller, met en place un vaste programme d'euthanasie, l'action T4, en référence au nom de la rue, la Tiergartenstraße. L'euthanasie vient du grec et signifie « bonne mort ». Brandt se doit de former un comité de la mort miséricordieuse réunissant pédiatres, psychiatres et consultants, tout cela sous le couvert d'une commission du Reich pour l'étude scientifique des affections héréditaires et constitutionnelles graves. Dès le 18 août 1939, les hôpitaux devaient fournir les actes de naissance des nouveau-nés, mais aussi les enfants de moins de 3 ans présentant des signes de handicap, de mongolisme ou encore de difformité. L'âge moyen est ensuite passé à 8 ans, puis 12 et enfin 17. Suite aux nombreuses contestations, notamment celle de l'évêque de Münster, l'action T4 est interrompue le 28 août 1941, mais les médecins continuent clandestinement. L'historien Michel Tragenza, auteur du livre Action T4, dit « Ce qui est tragique, c'est qu'aucun de ces médecins n'eut besoin d'une loi pour participer à cette entreprise d'euthanasie. Aucun d'entre eux n'hésita sérieusement à participer à une telle entreprise. Sans y avoir été contraints en aucune façon, ils élaborèrent eux-mêmes les règles déterminant si tel patient devait vivre ou mourir. Au total, ce programme dirigé par Brandt a coûté la vie à 70 273 handicapés mentaux entre janvier 1940 et août 1941 dans 6 centres d'euthanasie. Les historiens estiment le nombre de victimes du programme de Brandt aux alentours de 200 000. Il cumule énormément de charges jusqu'à la fin de la guerre. Il est nommé commissaire général à la santé en 1942, puis par un décret du 5 septembre 1943, il devient responsable de la coordination de la médecine et de la recherche. Mais le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule. Dès novembre, les procès commencent à Nuremberg et celui concernant les médecins et fonctionnaires de l'euthanasie débute le 9 décembre 1946. Brandt fait partie de la longue liste des personnes accusées de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Pourtant, à l'inverse de nombreux médecins qui ont choisi de retourner leur veste et de se défendre, il assume clairement ses actes et il défend le projet euthanasie mis en place. Il est interrogé sur sa participation à ce programme. Lorsque le procureur McHaney s'exprime, « Témoin, si vous considérez votre participation à tout ce processus d'euthanasie, est-ce que cela ne vous apparaît pas horrible ?» Brandt répond, « Apparemment, cela pouvait paraître horrible et peut paraître inhumain, mais seulement dans l'exécution elle-même. On ne peut pas considérer ce fait isolément, mais on doit tenir compte de tout le contenu. L'homme qui ne peut plus prendre soin de lui-même et dont la poursuite de l'existence est une souffrance doit être aidé. Cette considération n'est sûrement pas inhumaine et je n'ai jamais pensé que ce n'était en rien contraire à l'éthique ou à la morale. » Mais dans ce procès, on peut citer un fait très étonnant, c'est le soutien de quelques personnalités protestantes. En août 1946, avant le procès, le père Gérard Braun, directeur du foyer de Bethel, est appelé afin de fournir un dossier sur l'opération Action T4. Il y nomme Buller, Herbert Linden et Leonardo Conti, 2 autres fonctionnaires nazis, comme étant les 3 protagonistes, mais il décrit Brandt comme un proche du père Friedrich von Bodelschwingh et ne le dénonce pas. En effet, en février 1941, venu chercher des enfants handicapés, Brandt rencontre le pasteur Friedrich. Ce dernier veut convaincre Brandt et le pasteur réussit à toucher l'âme protestante de Brandt qui fait alors preuve de clémence en laissant les enfants au pasteur. Son avocat,
Robert Servatius, s'appuie sur ce fait pour le défendre. De plus, le fils de Friedrich von Bodelschwingh, le pasteur Fritz et son neveu, ont pris parti pour Brandt. Fritz déclare à un journaliste britannique qu'il considère Brandt comme un idéaliste qui pensait aider ces gens par ses meurtres. Finalement, le 20 août 1947, Brandt est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité et condamné à mort. Il est exécuté par pendaison le 2 juin 1948 à la prison de Landsberg. Décrit comme quelqu'un de facilement influençable, pugnace et infantile par le psychologue français François Bayle, ayant enquêté sur les crimes de guerre, Brandt est un personnage complexe sociologiquement. Idolâtrant dans un premier temps, on l'a vu, le docteur Schweizer, il se voue de sentiments pour Hitler, qu'il considère d'ailleurs dans son journal comme le rédempteur de la nation. Ce n'est pas le personnage qui est le plus étudié du Troisième Reich, loin de là d'ailleurs, mais il reste l'homme à l'origine du plus grand programme d'euthanasie du monde. Merci à tous de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui concernera cette fois-ci un événement sportif. Salut!